En fait, l'idée naît de cette découverte que je fais pendant que je termine mes études de droit à l'UNIKIN, sur le campus du Moamba, que ceux qui sont à Kinshasa ou qui ont visité ce campus connaissent. Parce qu'à côté de la faculté de droit, pas très loin, où j'ai étudié, il y a le centre de recherche nucléaire régional de Kinshasa, le CRENCA. Et ce centre dont nous ne savions pas trop d'où il venait, ni pourquoi le pays s'en était doté, alors qu'on avait d'autres préoccupations, d'autres urgences. Était-ce une des caprices du dictateur Mobutu qui était champion en matière d'éléphants blancs, ou est-ce qu'il y avait quelque chose à savoir là-dessus? C'est en discutant un peu de cette découverte assez incongrue avec mon père que j'apprendrai, selon lui, que l'une des raisons qui justifiait cette présence, c'est que l'uranium qui avait permis aux équipes d'Oppenheimer de fabriquer la bombe qui fut larguée sur Hiroshima et entraîné donc la capitulation du Japon, avait été produite à Shinkolobwe, au Katanga, et c'est en compensation, en quelque sorte, de cette transaction qui s'était fait un peu dans le dos des Congolais que les Belges qui l'ont cédé, donc cet uranium aux Américains, ont construit ces centres nucléaires en 1959. Donc de recherche en recherche, parce que pour moi ça a dépassé l'entendement. Je ne pouvais pas imaginer que l'issue de la guerre puisse reposer sur une ressource qui venait du pays dont j'étais originaire. Oui. Et c'est vraiment des années plus tard, en arrivant au Canada et en découvrant qu'une partie plus infime de ce même uranium venait de la région du nord-ouest du Canada, donc chez les peuples d'Aînés, qui est un peuple autochtone de Première Nation canadienne. Oui, alors c'est quoi ce lien? Vous faites le lien dans le livre entre le peuple d'Aînés du Canada et les Lunda du Congo. Du Katanga. Et donc oui, je découvre qu'il y a deux peuples comme ça aux antipodes qui résument vraiment par le sort qui est le leur, d'avoir contribué malgré eux par les ressources qui viennent de leurs terres respectives à cette conflagration qui signe vraiment la fin d'une ère et le début de l'ère nucléaire. Et donc je découvre que le hasard ne pouvait pas mieux faire les choses, que les deux pays qui étaient devenus désormais miens se retrouvaient au centre de l'équation. Et à partir de là, je m'étais dit, puisque l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, une fois qu'elle est racontée par les Africains sur l'Afrique, ne vient que par le prisme du tirailleur sénégalais, qui est une sorte de figure hégémonique, qu'on ressasse ad vitam aeternam. Je dis, on va prendre un autre angle pour montrer que le caractère global de ce conflit est venu aussi par cette ressource essentielle qu'on a produite essentiellement au Congo, sans l'accord et sans l'implication directe des Congolais. Qu'est-ce qu'elle dit justement de l'extractivisme et qui signe là son acte premier pratiquement au milieu du XXe siècle. Alors dans l'histoire, c'est l'ami de Daniel, le personnage principal, Béatrice, qui reçoit un courrier anonyme, une vieille photo où pose côte à côte son père Walter Reinmann et le prix Nobel de physique Werner Heisenberg et Adolf Hitler. Mais alors, quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité dans votre roman? C'est une bonne question parce que, comme on le comprend tout de suite en voyant certaines figures bien connues, qu'il s'agit d'une uchronie, donc je parle de faits réels, donc la course à la bombe entre les Alliés et les Allemands. Et les Allemands, cette course, elle a bel et bien eu lieu. Les équipes allemandes ont commencé bien avant les Américains, jusqu'à ce que, en août 1939, Einstein écrive à Roosevelt pour lui dire attention, l'Allemagne a commencé un programme sur la réaction en chaîne qui pourrait aboutir à une bombe. Il faut que tu t'y mettes, que les équipes américaines s'y mettent. Et attention, la ressource essentielle, il faut aller la chercher au Congo belge parce que l'Allemagne a déjà pris le contrôle des mines de l'ancienne Tchécoslovaquie. À partir de là, ce que j'ai voulu faire, étant donné que c'est des faits historiques que, à la limite, en tant qu'écrivain, mon acte à moi, mon écriture n'a de l'intérêt que si ça peut être incarné par de vies. Oui. Des destins individuels qui nous fait entrer dans la grande histoire à travers, le sort des gens ordinaires. C'est comme ça que j'ai voulu venir par la quête de l'identité de ce père qui est l'un des savants qui a travaillé avec Werner Heisenberg pour Hitler, pour doter Hitler de ce qu'il appelait la machine infernale. Et là, j'ai dû créer deux personnages qui n'étaient pas partis au conflit, qui n'ont pas participé à la recherche comme telle, et je les ai combinés avec d'autres personnages fictifs, comme cette professeure et cet écrivain, qui n'est pas mon double, qui vont à la recherche donc du secret. Il n'est pas votre double. Je tiens à les préciser, ce n'est pas mon double. D'accord, parce qu'en fait, il est né au Congo et il s'est exilé au Canada. C'est pas votre double. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Très bien. Alors, vous semblez aussi critiquer à la fois certaines entreprises chinoises au Congo et la cupidité de certains politiciens congolais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, ce que j'essaie de dire, en tout cas de démontrer à travers les péripéties que connaissent cette enquête, c'est que si rétrospectivement on regarde la manière dont les ressources du Congo ont fait la part belle de cet extractivisme, cette
cette exploitation effrénée de ces ressources par les puissances extérieures en général. Depuis l'époque de l'État indépendant du Congo, on voit toujours cette main étrangère qui arrive. Avec Léopold II, les mains coupées, et après que le boom de l'industrie automobile est arrivé avec l'invention du pneu par Dunlop en 1887, là déjà on voit que le sang accompagne la vie des Congolais, l'essor des Congolais. En 1943, on retrouve pratiquement le même phénomène qui revient, les Lunda qui se voient dépouillés de cette ressource qu'ils ne contrôlent pas, et il s'ensuit des morts. Et aujourd'hui, avec un autre phénomène qui est celui de la transition énergétique, je constate que les mêmes puissances étrangères portent encore mais bas sur ces ressources sans que le Congolais se retrouve. À la différence que pendant l'époque de l'État indépendant du Congo, nous n'avions pas voix au chapitre. Les Congolais étaient sous domination étrangère. Au sens propre, politiquement, ils n'étaient pas indépendants. Mais pareil, ce roman, c'est aussi une histoire de trahison, c'est ce que vous dites aussi. C'est aussi une histoire des trahisons. Et la dernière partie de votre question qui concerne les Congolais, les hommes politiques congolais qui se retrouvent dans ce schéma, sont parfois à la source même de cette main étrangère qui vient puiser ses ressources sans que nous-mêmes, tous les nationaux, ne retrouvent leur partie. Sans cette main étrangère, sans la complicité des Congolais, les Chinois, les Indiens, les Américains et consorts ne se comporteraient pas de la manière dont ils se comportent. Alors vous êtes né en RDC, mais depuis 2007 vous vivez donc au Canada. Le thème de l'exil parcourt également tout le livre. Vous dites par exemple, un personnage dit « Nous qui avons déserté, qui avons choisi des cieux qui n'ont rien à voir avec les conditions dans lesquelles travaillent nos amis restés dans le Grand Sud, ces héros qui portent à bout de bras nos sociétés mutilées. » Vous vous sentez comme un déserteur ? Moi, non, je ne me sens pas comme un déserteur, même si la question se pose, et je me le suis souvent posé, mais je ne répondrai pas de manière tranchée que je suis un déserteur. Mais il arrive des moments où je me demande si je suis beaucoup plus utile dans la fonction publique canadienne, où je travaille comme juriste, ou si je serais plus utile si j'étais avocat à Kinshasa ou professeur dans la faculté de droit où j'ai étudié. Cette question-là, elle est lancinante, elle traverse beaucoup d'Africains de la diaspora, mais chacun y répond à sa manière, et mon écrivain n'y répond peut-être pas de façon très directe dans la fiction, et sa fille, Fioti, l'oblige à se regarder dans le miroir et aller peut-être... elle lui dit « Je te souhaite de savoir d'où parle l'écrivain, alors d'où parlez-vous, Blaise Ndala ?» Il nous reste 20 secondes. Moi, je parle de tous ces mondes qui ont créolisé mon identité aujourd'hui. Donc, je parle de manière légitime comme Canadien, mais je parle tout aussi légitimement comme Congolais. Et tout ce qui me fonde, tout ce qui traverse mon écriture démontre que tous ces mondes se sont compénétrés et ont fondu pour faire de moi l'être pluriel peut-être que j'essaye d'être.